Allez, on va rester maintenant sur la thématique de l'entrepreneuriat. On passe de la start-up, mais au mastodonte directement. Et on va accueillir Issaad Rabrab, le PDG de Cvital. Alors l'avantage quand on accueille Issaad Rabrab, c'est qu'on n'a pas besoin de le présenter. On a juste besoin de lui dire de nous rejoindre avec grand plaisir. Merci, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'assois, monsieur Rabrab. Permettez-moi d'abord de vous demander d'applaudir nos jeunes talents qui ont organisé ces 2 journées magnifiques et surtout d'avoir choisi un thème. Et je pose la question à Sitoufir, qui a trouvé le thème de l'optimisme? Alors écoutez, je vais vous dire le secret de cette réponse. C'est que Marwan et moi, quelle que soit la personne qui crée, on dit c'est nous deux. C'est très bien. Le thème est d'actualité. Et on a besoin, justement, que nos jeunes soient gonflés d'optimisme. Et je vous dirais, tout le monde peut réussir, sans exception. La seule chose, il faut avoir un optimisme débordant, d'une part, et suivre certaines règles. Je vais vous donner quelques règles. D'abord, la détermination. Pour réussir, il faut être déterminé. Deuxièmement, il faut l'intégrité, la transparence et aussi et surtout de la discipline. Il faut que vous soyez discipliné avec des collaborateurs disciplinés, avec des esprits disciplinés et des actions disciplinées. L'optimisme va vous ramener vers la réussite, mais il faut être prudent et avoir les pieds sur terre. Ça, c'est simplement quelques règles pour arriver à la réussite. Maintenant, si vous voulez, je vais vous en parler un peu de mon itinéraire. Je suis fondateur de Cvital. Notre philosophie dans le groupe, c'est toujours de voir grand, commencer petit et aller vite. C'est le titre du livre que je tiens à passer à la caméra. Pourquoi ? Tout simplement, il faut être très optimiste et rêver et faire des choses grandioses. Pourquoi des choses grandioses ? Tout simplement, aujourd'hui, nous sommes dans un monde très compétitif. Nous sommes dans un monde de guerre économique. Soit vous avez une certaine dimension, vous avez des avantages comparatifs, vous avez des produits de qualité à des prix compétitifs, les grandes multinationales, ne vous en faites pas, vont vous laisser votre place. Si vous êtes faible, malheureusement, on vous écrase. Hélas, c'est comme ça. Maintenant, il est évident, quand on commence dans l'activité industrielle ou d'autres activités, peu importe, très souvent, on n'a pas tous les moyens financiers, humains, expérience.
Donc, on a besoin de commencer avec ses propres moyens. Et en commençant avec ses propres moyens, vous êtes obligé de commencer petit. Et je peux vous assurer, ça va toujours vous servir. Et une entreprise, c'est comme un bébé qui vient de naître et qu'on doit accompagner jusqu'à être adulte et évidemment qui peut pouvoir se défendre. Au sein de Cévital, je vais vous raconter un peu l'historique de Cévital, mais avant Cévital, puisque Cévital a été créé en 1998, j'avais d'abord commencé à prendre une petite participation dans une petite société de construction métallique avec 27 000 dinars, l'équivalent à l'époque de 5 000 $. Et puis, en réinvestissant constamment tous nos résultats, nous sommes arrivés aujourd'hui à un groupe de 13 000 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards 600 millions d'euros, 3 milliards 500 millions de dollars, et nous placer comme le premier groupe privé au niveau des exportations et même aussi au niveau de notre contribution au budget de l'État après Sonatrach. Alors, comment on a monté Cévital? On n'avait pas tous les moyens, alors qu'on avait décidé que Cévital doit investir dans tous les produits de première nécessité, c'est-à-dire des produits vitaux, d'où le nom de Cévital. On avait décidé d'investir dans le raffinage des huiles végétales, dans le sucre, dans les margarines, dans l'eau minérale, dans les jus de fruits. On devait, à un certain moment aussi, faire de la minoterie, des pâtes, etc. Mais quand, plus tard, on a constaté que le secteur de la minoterie était saturé, on avait abandonné l'activité qui a été couverte. Le pays n'avait pas besoin de plus de minoterie. Alors, on voulait construire la plus grande raffinerie d'Europe et d'Afrique. D'abord, d'huile. On a commencé par les huiles végétales. Mais on n'avait pas les moyens de pouvoir, dès le départ, les moyens financiers pour construire la dimension qui pouvait faire passer notre pays du stade importateur au stade exportateur. Qu'est-ce que nous avons fait? Surtout à l'époque, on avait aussi pris un crédit au niveau des banques avec un différé de paiement de 6 mois. C'est-à-dire qu'on devait commencer à rembourser au bout de 6 mois. Et comme les banquiers aiment bien avoir des clients qui respectent les échéances, c'est extrêmement important pour les jeunes. Donc, on a commencé d'abord à produire des emballages, à faire du conditionnement. On a mis l'unité en production au bout de 6 mois. On a commencé à avoir des rentrées et on a lancé la première raffinerie d'huile de 600 tonnes jour en 6 mois. Depuis la première pose de la pierre jusqu'à l'entrée en production. Et comme on a investi dans la qualité
notre produit, très rapidement, a été adopté par le marché, par le citoyen. Immédiatement, l'année suivante, on a réalisé une autre ligne, mais cette fois-ci de 3 fois la capacité de l'autre. On est passé de 600 tonnes à 1800 tonnes en une année. On a fait passer le pays du stade importateur au stade exportateur. Après, on a lancé la margarinerie. Après, on a lancé la première raffinerie de sucre de 1600 tonnes jour. Quelques années après, elle est passée à 5000 tonnes jour. Et cette année, elle va passer à 7500 tonnes jour. Ce qui fait de la raffinerie de sucre de Cévital la plus importante au monde. Et aujourd'hui, nous exportons notre sucre dans plus de 28 pays différents, y compris le Canada, la Suisse, l'Europe et même l'Afrique du Sud. Évidemment, quand on a saturé cette partie, j'ai oublié de vous dire que nous avons aussi, avant, réalisé le plus grand terminal portuaire de la Méditerranée, qui décharge et qui charge à 2000 tonnes à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous a permis de pouvoir être compétitifs sur le marché mondial. Lorsque je dirais aujourd'hui aux jeunes, à nos jeunes, ne commencez pas à investir avant de faire d'abord les études de marché, les études d'ingénierie, et voir si vous avez les avantages comparatifs. Cherchez toujours dans votre investissement les avantages comparatifs. Si vous produisez un produit de qualité à des prix compétitifs, vous pouvez le vendre où vous voulez. Et deuxièmement, pourquoi il faut voir grand? De temps en temps, j'entends certains de nos confrères, ou même certains de nos fonctionnaires, qui nous disent qu'il faut d'abord assurer la couverture nationale, c'est-à-dire essayer d'éliminer les importations pour des produits qui sont importés aujourd'hui, c'est-à-dire la substitution aux importations. Je leur dis, c'est une grave erreur. Il ne faut pas regarder uniquement le marché national. Si vous regardez uniquement le marché national, vous pouvez être compétitif sur le marché national. Si vous ne vous frottez pas à la concurrence internationale, les gens vont venir vous prendre votre marché. Par contre, si vous êtes compétitif à l'international, là, vous défendrez facilement votre marché. Et vous n'avez absolument aucun problème. Et puis aussi, pourquoi il faut voir grand? Pour pouvoir écraser les coûts, il faut évidemment des grandes unités industrielles. Je vais vous donner un exemple typique, parce que quelque temps après, en 2007, nous avons lancé le projet de flotte glace. Le projet de flotte glace est le plus important d'Afrique. Avec 30% de nos capacités de production, nous couvrons les 100% du marché national.
et 70% doivent être exportés. Pourquoi? Tout simplement, si on avait fait une unité de verre plat à la dimension nationale, on est mort. Surtout avec l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, le verre plat rentre en Algérie à 0% de droits de douane. Si vous n'êtes pas compétitif à l'international, vous êtes mort. Donc aujourd'hui, 70% de notre verre plat, depuis 2007, est exporté même dans des pays les plus évolués. 60% sur l'Europe, Allemagne, Suisse, France, Portugal, Italie, Espagne, Belgique, et 10% sur le Maghreb. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'a absolument pas à avoir peur de la concurrence internationale. Il faut simplement s'y préparer et faire des investissements judicieux. Bon, le groupe aujourd'hui a plus de 25 entités opérationnelles à travers le monde, en Algérie, et le plus gros est en Algérie et d'autres en Europe. Voilà, je tiens à vous remercier pour votre aimable attention. Si vous avez des questions, si vous voulez me je suis à votre disposition. Merci beaucoup, M. Arbrat. Merci. À mon avis, il y a des questions. Et moi, je vais commencer, si vous me permettez. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir. Justement, c'est nous qui vous remercions de donner un grand espoir. Merci. À tous nos jeunes. Mais vous savez, je vais vous dire merci, un merci qui est encore beaucoup plus grand, parce que depuis hier matin, vous êtes au premier rang, et j'imagine qu'après ce que vous avez dit là, vous avez d'autres choses à faire. Et pourtant, vous êtes resté toute la journée d'hier, pratiquement toute la journée aujourd'hui, et ça vraiment, ça nous touche, et ça nous montre l'égard que vous nous portez. Merci beaucoup pour ça. Ah, c'est moi qui vous remercie parce que je vous dirais encore bravo, bravo d'avoir choisi un tel thème qui est d'actualité en Algérie. Et c'est notre devoir à tous justement de donner espoir à notre pays, à nos jeunes. Et vous êtes notre fierté aujourd'hui. L'avenir de ce pays vous appartient. Et je suis certain que notre pays peut devenir le dragon de la Méditerranée. Inch'Allah. On a tous les moyens pour réussir. Quand on voit la qualité des hommes, des Algériens qui nous viennent des États-Unis, qui nous viennent d'Europe, vous-même qui vivez ici en Algérie, il n'y a pas de problème pour faire de ce pays un paradis. Nous avons un pays exceptionnel. Nous sommes devant un continent évolué. L'Europe, non seulement évoluée technologiquement, socialement, développée, mais surtout, un grand marché. L'Algérie peut être aujourd'hui l'atelier de l'Europe. Et nous sommes en train, justement, de le prouver. Merci beaucoup. C'est moi. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, moi je l'avais lu évidemment à sa sortie, et je l'ai relu pour préparer le questionnaire. Et puis quand je l'ai fermé, je me suis dit, mais il n'y a pas de questions à poser à M. Arbrab, il vaut mieux l'écouter, apprendre de lui, etc. Et puis en fermant la dernière page, généralement je ne lis pas beaucoup les dernières de couves, je m'en méfie en fait. Et j'ai lu ça et je me suis dit, je vais le lire devant tout le monde. Vous dites, il faut être confiant, nous avons beaucoup d'atouts, on nous fait constamment peur et on fait peur à nos gouvernants.
même si la technologie ou la production était comme si la technologie, pardon, ou la production était de grands mystères. Tout peut être maîtrisé si on le veut, il faut être persistant et en même temps ordonné. J'admire aujourd'hui les Américains qui, eux, voient les choses en grand. Pour moi, dans un monde où on est constamment confronté à une guerre économique, il faut toujours voir grand, même si parfois on est obligé de commencer petit. Alors je me suis dit, bon, finalement, ça tombe à point nommé. Et puis ensuite, alors ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'on comprend mieux votre mécanisme de pensée, de construction des entreprises, etc. On comprend à quel point la comptabilité est un atout fort dans l'entrepreneuriat. Et ça, je le sous-estimais à la limite même presque avant de lire ça. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas poser de questions sur Cévital, parce que, voilà, je sais pas, j'ai honte de poser des questions, 3,6 milliards. Non, j'ai une plaisanterie, c'est une façon de parler. Mais je me suis dit, je vais poser des questions sur l'homme, Monsieur Arbrab. Oui. Parce que c'est plus intéressant. Et je me suis rappelé de 2 anecdotes, je vais en citer une. Vous étiez collégien, vous êtes allé faire votre collège en France, vous étiez excellent dans les matières comme les mathématiques, enfin les matières, on va dire, scientifiques, et vous aviez eu une note éliminatoire en dictée. Et vous aviez dû quitter, et on vous a viré du lycée à cause de ça, ce qui était quand même une exagération. Hein. Et vous, votre seule appréhension, c'était de dire comment je vais le raconter à mon père. Exact. Et vous expliquez plus loin que finalement, votre père était pragmatique, donc déjà là, on voit que l'hérédité fait son travail. Et votre père pragmatique vous dit, vous changez de collège. Vous allez dans un autre collège, et puis votre père fait un rêve. Et là, moi, ça m'a scotché. Il fait un rêve qu'on lui a enlevé un fusil, qu'on lui a volé un fusil. Et il vous identifie à ce fusil. Et donc, il vous dit, non, il y a quelque chose qui va se passer qui est mauvais, il faut absolument que tu rentres. Et vous rentrez en Algérie, vous ne branchez pas, et vous arrêtez votre collège à ce moment-là. Très juste. Ça forge. Écoutez, c'est sûr que ça forge. Une partie de ce que nous avons appris, c'est ce que nous apprenons par l'expérience et surtout par la vie. La meilleure école, c'est en réalité la vie. Ma jeunesse, c'est vrai que je suis issu d'une famille très modeste. J'ai connu la révolution algérienne. Mon frère aîné est parti au Maquis à l'époque, ma mère emprisonnée, et mon père était obligé de quitter l'Algérie. Et mon père m'a fait venir en France parce que j'avais eu une altercation avec l'armée française à l'âge de 10 ans. Ils ont voulu m'emmener en prison. C'était l'intervention de ma mère qui a fait qu'ils m'ont relâché. C'est très long à raconter. Et puis, j'ai été effectivement, donc mon père m'a fait ramener en France. J'étais au départ à l'école Pigier. Après, comme vous dites, j'étais très bon dans les matières mathématiques, comptabilité, etc. Malheureusement, j'étais très faible en dictée. Et là-bas, 5 fautes, 0. Vous êtes éliminé. Je me souviens, malgré l'intervention du professeur de français auprès du directeur, il ne voulait rien savoir. Mon père, comme vous avez dit, pragmatique, il m'a emmené chez le lycée Saint-Augustin à Metz. C'est un lycée, donc j'ai présenté mon livret scolaire au père directeur, il l'a vu, il m'a posé quelques questions, il m'a dit, il n'y a pas de problème, vous rentrez en 3e. Voilà un peu l'histoire. C'est vrai, nous avons un grand respect pour nos parents. Pour les aînés, en général. Hein. Ça, je ne peux pas. Et d'ailleurs, je vous dirais, même mes enfants aujourd'hui, il y a un peu d'hérédité, nous avons un respect pour les parents et pour les aînés.
Je pense qu'on ressent dans votre discours les qualités, votre déterminisme, votre combativité, etc. Quels sont vos défauts? Pardon? Quels seraient vos défauts? Je dis, on connaît Mes vos défauts, qualités. je dois en avoir beaucoup. Sans doute. Vous les connaissez ou... Écoutez, quels sont les défauts? Mais on a que des défauts, réellement, et très peu de qualités. Je suis quelqu'un de très pressé. Ça, c'est peut-être un défaut. La seule chose, par la suite, la vie m'a appris qu'il faut une certaine patience. Alors, quels sont mes défauts? Mais je pense qu'il faut poser la question à votre entourage. À mon entourage, peut-être, ils sont mieux. Très bien, c'est une réponse. C'est une réponse. On va demander peut-être à l'audience, je pense que beaucoup de gens veulent vous poser des questions. On va en prendre deux, hélas. Le monsieur, là, qui s'est levé, parce qu'il lève la main depuis un bon moment. On vous écoute, si on peut avoir de la lumière dans la salle. Bonjour. Bonjour, donc je me présente, Hassam Dimbehloul. Je suis en master 2 à l'École supérieure algérienne des affaires. Un grand admirateur de votre parcours professionnel. Donc, monsieur, j'aimerais bien vous poser une question concernant l'affirmation que vous avez faite durant le premier forum africain des PDG. Et donc, vous avez affirmé que malgré les difficultés que rencontrent les pays africains, et notamment l'Algérie, pour se développer, donc il y a vraiment un potentiel, et un potentiel qui fait que même les pays africains peuvent se comparer aux pays européens. Donc j'aimerais bien savoir sur quelle base vous êtes, quelles sont les caractéristiques qui vous ont amené à faire, à conclure, à faire cette conclusion. Et selon vous, quels sont les potentiels de développement pour les pays africains en général et pour l'Algérie en particulier? Merci. Écoutez, les pays africains, d'ailleurs, tous les experts mondiaux ont prévu que dans cette décennie, le plus fort taux de croissance dans le monde se trouvera en Afrique. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, c'est un continent qui a plein de ressources naturelles. Deuxièmement, c'est un continent qui va aussi avoir une très forte croissance démographique. D'ici 2050, l'Afrique va plus que doubler sa population. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être 1,1 milliard, on doit passer à plus de 2,4 milliards d'êtres humains en Afrique. Aujourd'hui, le problème d'un développement d'un pays dépend réellement de sa gouvernance, de sa vision, de ses dirigeants et surtout aussi de l'investissement au niveau de l'homme et de la femme. Le meilleur investissement pour un pays, pour une entreprise, pour une famille, c'est l'éducation. Si vous investissez massivement sur l'homme, vous n'avez absolument aucun problème pour connaître une croissance à 2 chiffres. C'est bien simple. Je vous dirais, Cévital a multiplié son chiffre d'affaires de 7000%, c'est-à-dire 70 fois en moins de 12 ans. Et pourquoi pas d'autres entreprises, pourquoi pas un pays comme l'Algérie? L'Algérie, aujourd'hui, peut connaître une croissance à 2 chiffres. Il n'y a absolument aucun problème. La seule chose, il faut libérer les initiatives. Une autre question? S'il
Alors, ça va être la dernière, et après, on va devoir arrêter. D'ailleurs, d'abord, Monsieur Abab, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, je me présente Amin Rahmouni de Microsoft, enfin un jeune Algérien optimiste, hein, puisqu'on en est. C'est ce qu'il faut. Exactement. D'abord, vous m'avez absolument scotché avec tous ces chiffres-là. Certains, je les connaissais, d'autres, j'en découvre. Vous venez de me frapper encore avec le 7000% de croissance. Alors, je vous demanderai d'abord de me permettre de partager cette fierté de Cevital, de Cevital, parce qu'en tant qu'Algérien, je crois que les achievements de Cevital sont une fierté pour nous tous. Et puis, je vous demanderai, inspirez-nous encore plus. Vous venez de nous inspirer, inspirez-nous encore un peu plus, et dites-nous quelle est la prochaine étape. Où est-ce que vous voulez arriver? Quel est le next step pour Cevital ou pour M. Albrab? Merci. Très bien. Je vais me mettre debout. Aujourd'hui, le groupe se porte très bien. Nous sommes en surliquidité, nous avons beaucoup de projets, nous avons deux contraintes majeures. Une environnementale, celle-là, j'espère qu'elle va évoluer. L'autre, des ressources humaines. Les ressources humaines, nous venons de créer notre université corporate pour avoir une pépinière de talents. Maintenant, ce que j'ai dit à mes collaborateurs, je leur ai dit, d'ici 2025, il faut qu'on arrive à réaliser un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars, dont 50% en Algérie et 50% à l'international. Nous avons déjà commencé l'année dernière. Nous venons de racheter deux sociétés, une en France et une autre en Espagne. Nous comptons, dans le cadre de la co-localisation, créer des emplois ici, maintenir des emplois dans nos pays d'accueil européens et transférer la technologie. Tout le monde sait, ce n'est le secret pour personne, on s'intéresse aujourd'hui au groupe Fagor-Brandt, qui est multinational. Fagor-Brandt avait 5700 employés. Ils sont implantés en Espagne, 5 usines, en France, 4 usines. Ils ont aussi une usine en Pologne. Ils sont au Royaume-Uni, ils sont à Singapour, ils sont aux États-Unis, ils sont un peu partout. Nous pensons qu'avec le transfert de technologie, faire la plus grande usine d'électroménager du monde sur 100 hectares, 7000 employés, et dont 90% de la production sera destinée à l'export. Nous avons plusieurs projets actuellement que nous attendons d'être libérés ici en Algérie. Mais en attendant, nous irons nous développer ailleurs. Mais tout en essayant, bien sûr, de créer des emplois ici. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises peuvent y aller faire leur marché aujourd'hui en Europe. Il faut qu'on libère nos entreprises. Et c'est le moment ou jamais pour justement acquérir des propriétés intellectuelles, ce qui nous manque aujourd'hui. Et c'est à notre portée. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tout. C'est moi. Voilà, on prend une petite pause après ça, non? Vous voyez, même à mon âge, je continue à rêver. Continuez à rêver.